et administrateur provisoire de l'INSPE de Reims, Pierre Florec, qui est professeur de mathématiques au Collège Pierre de Ronsard, et Valeria Giordino, chargée de recherche et directrice de l'équipe Prisme à l'Institut Jean Nicot. Et donc moi-même qui suis rédactrice en chef, donc qui est en charge d'animer cette table ronde d'experts, donc entourée d'experts, d'un sujet dont je ne suis pas experte, donc je le dis tout de suite. Et donc je suis rédactrice en chef du Café pédagogique. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce média, donc c'est un média consacré à l'éducation. Et voilà, on est à la fois, on couvre à la fois la question des actualités, des politiques éducatives, mais également nous sommes très intéressés sur les questions de recherche et également sur la question de l'expertise de terrain. Voilà, donc le lien avec le terrain et les professeurs. Donc cette table ronde, voilà, est tout à fait au carrefour de nos préoccupations ce soir. Donc l'apprentissage des mathématiques, c'est un processus qui demande de comprendre et de maîtriser de nombreux concepts, souvent acquis en classe. Les sciences cognitives et les études dans le domaine de la cognition numérique peuvent enrichir la didactique des mathématiques en offrant des éclairages sur la manière dont le cerveau apprend et traite les concepts mathématiques. Donc il s'agit ce soir de réfléchir au lien entre la recherche et le terrain, comment se traduit la recherche concrètement dans les salles de classe. Donc on va partir on va naviguer entre les universités, la recherche, les INSPE, la formation et puis la salle de classe directement. Donc je propose que chacun de nos intervenants peut-être puisse faire état de son terrain d'expertise avant de procéder à quelques questions. Donc peut-être Hippolyte Gros, si vous voulez compléter ma présentation qui était très succincte. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Déjà, je me réjouis d'avoir l'occasion de discuter de ces questions intéressantes, importantes. Et puis, je me réjouis de voir qu'il y a autant de personnes qui sont connectées pour discuter de cela. Donc, je suis enseignant-chercheur effectivement en psychologie à l'Université d'Aix-Marseille. Excusez-moi, j'ai un écho. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro. Ah, attendez, je crois que c'est moi. Il faut juste que j'y arrive. Oui. Est-ce que... Ok, ça a l'air de fonctionner. Oui, donc enseignant-chercheur en psychologie à l'Université d'Aix-Marseille, mais je le précise parce que c'est peut-être pertinent pour aujourd'hui. Jusqu'au mois précédent, j'étais enseignant-chercheur dans un INSPE, voilà, à l'Académie de Versailles. Je suis actuellement rattaché au Centre de recherche en psychologie et neurosciences et je travaille principalement sur la psychologie du raisonnement, l'apprentissage des mathématiques et les questions liées à la résolution de problèmes. Peut-être Pierre Florec. Oui, donc merci à vous pour l'invitation, merci à tous qui sont connectés également. Donc moi je suis professeur agrégé de mathématiques à Poitiers, au Collège Pierre de Ronsard, en établissement prioritaire, en réseau prioritaire, et donc avec une population assez mixte en termes socialement et aussi en termes de niveau. Et puis après j'ai ce côté aussi numérique, parce que je suis référent numérique, également référent départemental, et puis j'interviens en tant que formateur académique pour l'inspection. Voilà, donc j'anime des formations, donc je vois un petit peu aussi les demandes des collègues, donc ça c'est assez intéressant. Et puis je coordonne aussi les laboratoires de mathématiques dans l'Académie de Poitiers. Donc un peu multicasquette, mais ça me permet d'avoir une vision un peu globale. Et puis j'essaierai un petit peu parce que moi je suis pas expert en termes de recherche, et que ce soit en didactique et puis également sur les sciences cognitives. Mais bon, je m'y intéresse un petit peu, et puis c'est surtout le côté peut-être plus concret du terrain. Si je peux apporter en tout cas mon expérience par rapport à ça. Valeria Giordino. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Pour ce qui me concerne, je suis philosophe et je suis la chef de l'équipe Prisme, donc perception, représentation, imagination, espace et émotion à l'Institut Jean Nicot, qui fait partie du département d'études cognitives. Donc c'est un institut où vraiment les philosophes travaillent beaucoup avec les psychologues cognitives. Et je m'intéresse à la philosophie des mathématiques, en particulier à l'utilisation du raisonnement visuel en mathématiques, mais je crois que c'est plus pertinent pour aujourd'hui.
Je fais partie d'un des groupes de travail du conseil scientifique pour l'éducation nationale sur les pédagogies manuelles scolaires qui est coordonné par Emmanuel Sander, professeur à l'Université de Genève. Et voilà, donc j'ai discuté récemment beaucoup de tous ces thèmes et de la question sur comment intégrer les résultats en sciences cognitives et en didactique pour imaginer des interventions et des innovations au niveau de la pédagogie et des maths. Voilà. Merci Valéria. Et donc Fabien Emprunt. Oui, bonjour. Comme mes collègues, je vais vous remercier pour cette invitation et puis remercier également tous les participants d'être présents. Je suis professeur des universités en didactique des mathématiques, donc administrateur provisoire de l'INSPE de l'Académie de Reims, comme vous l'avez signalé. Je dirige l'IREM de Reims, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Je fais partie de 2 équipes de recherche, le CEREP, qui est mon laboratoire au sein de l'Université de Reims, donc Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations, et l'équipe Hermel, dont une des finalités est de produire des ressources pour les enseignants, et également la COPIRLM, qui est la commission inter-IREM pour l'enseignement dans le premier degré. Voilà, mes recherches portent sur les pratiques de formation et sur les ingénieries pédagogiques, donc la façon dont on peut justement déployer les recherches pour les enseignants. Eh bien, merci pour ces présentations. Donc, première question, qui va être pour introduire le sujet. Quels sont les apports? Donc, peut-être, je pensais la poser davantage à Hippolyte Gros, mais ce que je vous propose, c'est que pour vraiment que le dialogue s'installe, que si vous voulez compléter les réponses, des éléments de réponse aux questions qui sont adressées à l'un ou l'autre, ne pas hésiter à le signaler. Quels sont les apports des sciences cognitives sur la compréhension des apprentissages mathématiques? Et quelles connaissances peut-être apportent-elles les sciences cognitives et les études dans le domaine de la cognition numérique, plus précisément? D'accord, alors merci pour cette question. Je me permets de répondre du coup, puisque vous l'avez mentionné. Je pense que les apports des sciences cognitives pour l'apprentissage des mathématiques, ils se situent principalement à 3 niveaux. 2 niveaux généraux et puis un niveau qui est peut-être un peu plus spécifique. Le premier, c'est dans l'identification finalement des grandes fonctions transversales qui vont sous-tendre tous les apprentissages. Et donc ça, c'est pas spécifique aux mathématiques, mais comprendre la mémoire, l'attention, la flexibilité cognitive, le rôle des représentations, de l'inhibition, les déterminants du comportement, etc. Tout ça, ça va informer finalement l'apprentissage des mathématiques et c'est les processus qui sont l'objet des sciences cognitives et qui sont à l'œuvre dans l'enseignement de toutes les disciplines, donc y compris les mathématiques. Ensuite, il y a la dimension méthodologie expérimentale, qui est quand même vraiment au cœur de l'approche des sciences cognitives, qui est l'idée qu'on va aller tester l'efficacité des méthodes dans les salles de classe notamment. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut permettre d'identifier quelle va être la méthode la plus efficace parmi certaines méthodes. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il peut y avoir des intérêts également. Et puis la dernière, qui est plus spécifique aux mathématiques cette fois-ci, ça va être l'identification finalement des processus de pensée qui sont spécifiquement à l'œuvre dans l'apprentissage des mathématiques. Je pense notamment, par exemple, au rôle de l'intuition dans la compréhension des concepts mathématiques, à l'existence de théories naïves des mathématiques, on pourra revenir dessus si vous voulez, à l'étude des représentations mentales qui vont sous-tendre le choix d'une stratégie ou d'une autre en résolution de problèmes, par exemple, à l'identification des différentes formes de quantification et de leurs influences respectives sur les apprentissages, ou encore à l'existence d'interférences entre les connaissances générales sur le monde et la pensée mathématique. La caractérisation de ces interactions entre les connaissances de plusieurs domaines, elle nécessite d'avoir un point de vue qui va être transversal. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que les sciences cognitives vont avoir des choses à apporter. Alors bien sûr, la didactique des mathématiques a aussi beaucoup apporté aux sciences cognitives, notamment sur les questions liées à l'implémentation de nouvelles méthodes, etc. Mais voilà, je dirais que la contribution spécifique des sciences cognitives, pour moi, elle se situerait à ces 3 niveaux-là. Je vais rebondir un petit peu. On va sur ce que vous disiez, ou alors on se tutoie sur ce que tu disais. On va se tutoyer. Je pense qu'on peut. Donc c'est vrai que il y a plein de paramètres, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup, grâce aux sciences cognitives, je me suis intéressé à ce côté-là d'intuition et donc ce système heuristique qui est rapide et puis finalement qui est pas très fiable chez beaucoup d'élèves. Et pour développer un petit peu plus toute la partie procédure,
Donc, alors je prends un exemple pour ceux qui écoutent. Hein, par exemple, j'ai un élève, Flavio, par exemple, qui a 30 euros d'argent de poche, et puis par mois, et puis il a 2 fois plus d'argent de poche que Léa. Bah, combien d'argent de poche a Léa? Donc c'est vrai que dans l'énoncé, on va avoir beaucoup d'élèves qui vont voir le fois, le plus, qui vont se tromper du coût d'opération. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, puisqu'ils sont, comme tu disais tout à l'heure, sur l'intuition. Et finalement, si on pousse un petit peu, on va aller sur la résolution de la division. Donc c'est vrai qu'il faut que nous, en tant qu'enseignants en classe, si on se posait pas ces questions avant, parce que moi ça fait 23 ans que j'enseigne, et au début je me posais pas toutes ces questions, et c'est vrai que si on se pose pas ces questions de comment l'élève finalement il aborde et travailler cette fonction un peu d'arbitrage et de sens critique, eh ben on va vers des pièges qui sont évidents pour les élèves, et voilà, le but c'est d'essayer de travailler ça avec eux. Et c'est vrai que ces sciences-là nous font prendre du recul par rapport à la façon dont on aborde les problèmes en classe. Merci. Alors, comment ces sciences cognitives peuvent-elles enrichir l'enseignement des mathématiques dans les classes de primaire et de secondaire? Et donc là, je m'adresserai peut-être de manière privilégiée à Fabien Emprin, si vous voulez bien apporter quelques éléments de réponse et que vos collègues pourraient compléter s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup effectivement de cette question. Tout d'abord, moi, je tiens à préciser que la didactique, c'est une science qui se nourrit des autres sciences de façon très, très naturelle, de la psychologie, de la sociologie, des sciences cognitives, des sciences du langage, et qui permet de transposer, de comprendre et de mettre en musique, si on veut, dans les classes, avec beaucoup de vigilance, les résultats qui sont produits par ces sciences, qui ont des méthodologies qui leur sont spécifiques et qui évitent, et moi je serais, comment dire, très vigilant, et j'invite les gens à être assez vigilants, à des transformations trop hâtives de résultats, parce qu'en fait on a besoin de temps pour comprendre comment est-ce qu'on peut transformer le résultat d'une recherche dans une pratique pédagogique. Alors, je reprends cet exemple-là qui est peut-être un petit peu caricatural. Hein. Il y a une chercheuse en neurosciences qui a fait son discours à l'Académie des sciences il y a quelques années et qui a montré, elle travaille sur l'attention, que les enfants qui jouent aux jeux vidéo de guerre en réseau plus de 3 heures par jour augmentent leur capacité attentionnelle. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle attention. Est-ce qu'on peut le transformer en une prescription envers les parents? C'est peut-être pas raisonnable. Voilà. Et en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de prendre en compte tous les résultats et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut les transposer et les utiliser en classe. Alors, on a des grands prédécesseurs comme Gérard Vergniaud, Michel Fayol, qui sont des psychologues qui ont énormément travaillé avec les didacticiens. Et les nouveaux résultats qui apparaissent nous permettent de réadapter, de comprendre l'importance. Alors, si on pense par exemple sur le nombre, à la question de l'approximation, et notamment l'influence de l'occupation de l'espace sur l'approximation, le subitizing, bien voilà, ça nous invite en maternelle à être extrêmement vigilants sur la correspondance terme à terme et à insister sur cet aspect qui était travaillé précédemment, mais peut-être pas suffisamment, sur le fait de faire abstraction des propriétés qualitatives. Voilà. Donc à mon sens, c'est comme ça que l'on peut regrouper un certain nombre de résultats des sciences cognitives et en les mêlant à d'autres sciences pour que ça puisse vraiment être bénéfique dans l'enseignement à l'école primaire et secondaire. Alors, merci beaucoup Fabien. Peut-être Valéria, comme l'exemple que Fabien nous a donné, je devrais interpeller la philosophe que vous êtes sur la question éthique, notamment avec la question des enjeux. Donc voilà, peut-être pouvez-vous apporter un éclairage de philosophe sur cet exemple-là, cette question éthique, j'imagine. Vous avez certainement quelque chose à analyser, à nous dire. Et peut-être aussi, on peut s'interroger sur, finalement, est-ce que ce n'est pas une question de méthode scientifique qui traverserait ces différents champs
Voilà, donc Valéria, je vous laisse répondre. Oui, voilà. Bon, je pars de la deuxième question qui est plus simple. Disons que effectivement, et c'est pour cela que j'avais mentionné le travail qu'on a fait au sein du GT, je crois qu'il y a effectivement une urgence, même, je dirais, de créer un espace de dialogue beaucoup plus clair entre des communautés qui sont des communautés avec des histoires différentes, de référents différents, de pratiques différentes, des méthodes différentes pour essayer effectivement de se confronter sans, comment dire, préjugés et avec une ouverture que je pense à ces moments est très nécessaire. Et c'est quelque chose de mon expérience dans les GT, je pense, qui est très demandé par les enseignants même, qui ont besoin aussi de se retrouver dans de nouveaux, comment dire, aussi de comprendre à quel point il peut faire référence à ce qui est la recherche, comment il peut aussi apporter des nouveaux, voilà, des apports différents à la recherche. Et sur ces points-là, en fait, je reviens à ces groupes de travail auxquels je participais parce que, et ça, c'est les mérites, je pense, d'Emmanuel Sander, qui est partie du conseil et qui les coordonnait. Il a essayé vraiment de mettre ensemble de chercheurs de différentes communautés qui se sont rencontrés. Donc, il y avait de didacticiens, moi philosophes, il y avait de psychologues cognitifs dans ces groupes. Et on a essayé vraiment de trouver quelque chose qui pourrait constituer un objectif commun pour nous tous. Et donc, j'en profite un peu vu qu'il y a des gens qui participent, beaucoup de gens qui participent à ces cafés. Nous sommes arrivés en fait à constituer un groupe d'experts. On était 10 coordinatrices et coordinateurs qui se sont occupés de créer une banque de problèmes qu'on a défini de beaux problèmes, voilà, pour parler d'esthétique, pas seulement d'éthique, qui pourraient être proposés aux enseignants en classe. L'idée, c'était vraiment, et sur ça, on était tous d'accord, philosophes, psychologues cognitifs, didacticiens, créer vraiment des problèmes qui pourraient être intéressants pour les enseignants et pour aussi les élèves et qui pourraient être soutenus derrière par la recherche, qui peut être la recherche en sciences cognitives ou la recherche en didactique. Donc, on a interpellé on est allé à la recherche de plusieurs experts, aussi on a utilisé un peu les ressources de l'IREM, etc., pour essayer d'arriver à faire cette banque de problèmes qui est en ligne. Il s'appelle la problématique, vous pouvez la trouver facilement si vous la cherchez. Et pour l'instant, ça a eu plutôt un certain succès. Une chose qui nous a surpris, c'est qu'on a, voilà, on est aussi dans un moment historique où on a un peu une démarche presque participative pour ces genres de questions. Donc, on a essayé un peu de solliciter l'intervention, les commentaires des utilisateurs. Donc, il y a un espace sur la page web qui pour cela. Donc, ceux qui utilisent ces fiches peuvent réagir aux fiches ou même proposer des nouvelles fiches. Ça n'a pas pour l'instant bien marché. Donc, c'est des fiches qui sont téléchargées, mais sur lesquelles il y a peu de retours. Donc, voilà, j'en profite vu qu'on est c'est sûr que le public est intéressé à ce genre d'initiative. N'hésitez pas à aller sur le site et à répondre, à réagir à ces fiches. Pour revenir en fait à la question générale, je pense que ça a été un bon terrain de recherche même sur ce qui pourrait être l'interaction entre des chercheurs avec des formations différentes et des méthodes différentes. C'était pas facile, mais des fois on découvre qu'effectivement les objectifs sont les mêmes. Et les méthodes sont compatibles, même si différentes dans certains cas. Des fois, on a des résultats qui sont très proches. Donc, vraiment, j'insiste sur l'idée de créer des espaces de dialogue qui, en ce moment, existent très peu. Pour des raisons qu'on comprend, hein, tout le monde a ses propres... comment dire, on est tous très, très prises par nos propres recherches, mais c'est bien de créer ces espaces de dialogue. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a mes collègues qui veulent réagir à ça, mais je crois que c'était une bonne expérience ce groupe de travail. Merci beaucoup Valéria. Alors Hippolyte, vous manifestez, ça semble très bien parce que je me disais que vous aviez peut-être envie de compléter cette question sur les apports des sciences cognitives pour l'enseignement
dans les classes de primaire et de secondaire, au vu de votre expérience, notamment dans l'INSPE que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors, compléter, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais approuver ce qu'ont dit mes deux collègues, pour dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un dialogue qui est nécessaire, qui est même essentiel aujourd'hui, qu'on a besoin d'avoir cette collaboration qui existe déjà dans une certaine mesure, mais qu'on a besoin qu'elle se développe davantage, qu'on a besoin d'avoir ces échanges-là. Donc, ça se fait au travers notamment des initiatives comme le GT dont a parlé Valéria, qui est vraiment important. Et puis aussi, pour revenir sur ce que disait mon collègue Fabien Entrain, sur le fait que certains travaux, il est important de garder en tête en fait que des travaux qui ont été menés dans un laboratoire ne peuvent pas s'appliquer directement dans la salle de classe. Et ça, je pense que toutes les personnes qui travaillent sur l'éducation en ont conscience, mais parfois c'est quelque chose qui ne va pas forcément passer dans la manière dont les résultats de la recherche vont être communiqués, par exemple. On va faire les gros titres avec une étude qui a été faite en laboratoire et on ne se rend pas compte que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir directement mettre en place dans la salle de classe. Et on a besoin d'avoir des études qui vont tester l'implémentation des différentes méthodes qui sont proposées. Une étude en neurosciences ne pourra jamais s'appliquer directement dans une salle de classe, mais c'est vrai aussi une étude en psychologie qui aurait été faite dans un laboratoire. Il faut la tester sur le terrain et pour ça, il faut qu'il y ait des co-constructions de méthodes qui soient fondées sur ces résultats de la recherche, mais aussi sur une expérience de terrain. Et donc, à ce niveau-là, on a besoin d'avoir des approches un peu transversales qui permettent de faire collaborer en fait des chercheurs dans ces différents domaines et des professionnels de l'éducation qui doivent aussi intervenir pour que vraiment les méthodes qui soient proposées soient efficaces. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues ont dit à ce sujet. Et je vois que Valéria veut reprendre la main, donc j'arrête là. Oui, si je peux, mais je laisse aussi parler les autres. Je voulais aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est quelque chose qu'on considère aussi quand on, pas seulement, je suppose, pour l'utilisation de ces résultats dans la classe, mais c'est une grosse question aussi pour l'utilisation de ces résultats en philosophie, par exemple. Donc, même si c'est des questions différentes, mais c'est c'est un peu le même genre les problèmes de transfert. Et par exemple, une chose qui me semble important à discuter, et peut-être que tu as des idées, vous avez des idées, c'est vraiment le fait aussi que on a beaucoup en sciences cognitives, c'est quelque chose qu'on a vu par exemple en travaillant sur cette problématique, on a beaucoup en sciences cognitives sur ce qui sont les compétences plus basiques, et donc deux résultats qui peuvent effectivement être importants pour l'école primaire, pour la maternelle, etc. On a beaucoup plus de difficultés sur la manière où on pourrait apporter de vrais résultats, de vraies idées pour les classes plus avancées. Et je crois que ça, c'est quelque chose, comment dire, cette exigence, c'est quelque chose qui peut aussi pousser la recherche en sciences cognitives à aller voir dans quelle manière on peut voilà, imaginer de nouveaux tests qui peuvent nous aider sur ce qui est la mathématique plus avancée. Voilà. Merci Valéria. Alors Fabien, vous voulez apporter quelques éléments. Alors je vais juste glisser une question et je vais vous laisser dialoguer. Donc c'est parfait là, vraiment. Vous dialoguez parfaitement et voilà, je n'ai qu'à distribuer la parole. Donc, une petite question que je vais intercaler et je vous laisse répondre et compléter tout de suite Fabien. Parce que ça a été évoqué donc, par Valéria et Hippolyte, cette question effectivement de l'importance du dialogue. Comment expliquez-vous, du coup, cette difficulté à ce que ce dialogue existe? Puisque il y a ce consensus, en tout cas, sur cette table ronde virtuelle, de cette nécessité, de ce besoin, de cette urgence. Vous avez dit urgence, Valéria. Donc, quels sont, en fait, les freins à cette collaboration entre les chercheurs et les sciences cognitives et les enseignants de mathématiques? Où voyez-vous, du coup, les difficultés? Donc, Fabien, je vous laisse répondre aux deux questions. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste rebondir parce qu'effectivement, ce que dit Valéria, c'est que, en fait, pour moi, en tant que formateur d'enseignants, toutes ces connaissances fondamentales, qu'elles soient de sciences cognitives, de sociologie, etc., elles font vraiment l'expertise de l'enseignant. C'est-à-dire, c'est ce qu'un enseignant sait que les parents ne savent pas. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'on prenne conscience que dans les pratiques des enseignants, que ce soit en maternelle, ceux qui enseignent la comptine numérique, par exemple, enseigner la comptine numérique, c'est pas enseigner une récitation, et un parent
ne pourra pas le faire comme un enseignant le fait, en ayant une pleine conscience de tout ce qui est sous-jacent à cet apprentissage de la comptine numérique. Par exemple, le fait d'apprendre à s'arrêter à un nombre donné, c'est pour que l'élève soit capable de constituer une collection. Quand on parle des comptines numériques, avec les gestes, il y a des travaux de psychologues qui travaillent justement sur la relation entre le corps et l'apprentissage. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui font vraiment la spécificité, et je pense que c'est un enjeu extrêmement important du dialogue que l'on doit avoir entre nous, et qui peut légitimer vraiment l'expertise de l'enseignant. Alors, par rapport aux difficultés, moi, je vois. Alors, d'abord, je ne sais pas si elles sont vraiment si réelles que ça dans l'absolu, puisqu'on a quand même des travaux qui existent. Moi, je pense à l'intervention à la COPIR-LM, au colloque des formateurs de la COPIR-LM d'Edouard Giantaz et Eric Roditi, justement, sur le dialogue entre neurosciences et didactique. Je connais le projet Spageo à Genève, qu'Hippolyte manifestement connaît bien aussi, avec Emmanuel Sander, sur la représentation de l'espace chez les enfants, avec 2 thèses, une thèse en didactique, une thèse en psychologie qui sont intégrées dans ce projet. Voilà, donc il y a des choses où il y a du dialogue. Après, il est vrai que, en fait, en tant que chercheur, on est dans un laboratoire, on est dans une discipline, on a cet effet stylo. Si moi je commence à publier dans une revue de psychologie, ça va pas m'aider dans mes travaux de recherche, parce qu'en fait dans mon cursus, on va m'évaluer sur les revues qui sont reconnues dans ma section. Voilà, c'est assez complexe, mais voilà, c'est des choses qui peuvent gêner les enseignants à collaborer. Il y a peut-être aussi une question méthodologique, et je pense qu'on gagnerait à mieux comprendre les méthodologies réciproquement les uns des autres. Par exemple, on est beaucoup sur les méthodes randomisées, par exemple, que les mathématiciens comprennent bien, mais qui font un peu peur aux didacticiens qui sont plus habitués à des approches cliniques. Et puis, on peut avoir le sentiment de la part de ceux qui font des études randomisées que les approches cliniques sont moins bien vues parce qu'elles sont moins prouvantes, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de tests statistiques, de choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai travail sur le fond méthodologique, mais Valériane l'évoquait déjà, hein, de compréhension méthodologique les uns des autres, pour pouvoir travailler ensemble réellement. Et puis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on est sur des appels à projets qui sont concurrentiels, et on ne maîtrise pas la décision des politiques de dire, voilà, je mets de l'argent sur les méthodes randomisées, ou je mets de l'argent sur autre chose. Et si vous n'êtes pas dans ce qui est actuellement dans les... Donc ça, c'est une dernière dimension que là, on ne peut pas maîtriser, mais qui ne nous empêche pas de faire des propositions. Voilà. Par rapport à tout ça, moi, je vais me placer côté enseignant, et très niveau terrain. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui pensent que toutes ces recherches sont difficiles d'accès, en fait, pour eux, déjà d'une part. Donc ça leur fait peur. Et puis aussi, on a cette charge de travail avec ce manque de temps de s'investir justement dans toutes ces recherches. Et pourtant, je voudrais dire que on a de plus en plus d'élèves qui sont détectés avec des besoins particuliers, et j'entends quand même beaucoup de collègues qui, au final, et moi-même parfois, qui sont un peu désarmés pour savoir comment s'y prendre avec eux, et on a peut-être des solutions justement dans ces recherches sur les sciences cognitives pour nous aider. Mais il y a ce paradoxe où on aimerait apprendre, et finalement on a pour beaucoup de collègues cette peur aussi, ou je sais pas, ou peut-être pas se sentir capable de comprendre en fait toutes ces recherches. Donc je pense que c'est important de les sensibiliser à ces sciences cognitives et à la didactique, mais il faut aussi qu'on pense aussi en temps de formation. Et la formation, elle est importante, et comme vous savez, maintenant les temps de formation vont être en dehors du temps scolaire. Alors, je vais pas, voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas là ce soir, mais voilà, ça va encore être plus difficile pour beaucoup de collègues qui ont des vies familiales qui sont peut-être un petit peu difficiles, ou en tout cas chargées, pour s'investir et pour se former. Mais c'est très important, et le côté, alors je vais peut-être
voir le côté positif. Je prends un exemple très concret de cette collaboration entre les enseignants et les chercheurs. Si je prends l'exemple de Mia Seconde, moi j'ai participé justement à l'élaboration de questions sur l'application Mia Seconde, et qui est le fruit finalement d'un travail de collaboration entre les chercheurs et les enseignants, notamment. Il y a d'autres acteurs dedans, mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu ce côté cognitif, ce côté didactique, l'approche et l'objectif qui sont pas les mêmes entre les enseignants et les chercheurs. Donc ça, c'est assez enrichissant, et du coup, ça a fait une application qui est bien pensée pour les progrès de l'élève. Et puis, quelques idées, peut-être, qu'on pourrait justement essayer de faire mieux collaborer tous ces acteurs, en fait, finalement, pour le bienfait de l'élève. Hein. Peut-être faire venir, alors moi, parce que je suis peut-être coordinateur des laboratoires de mathématiques dans l'Académie de Poitiers, hein, là où finalement on a des lieux dans des établissements, pour ceux qui ne savent pas, il y a des établissements qui sont ciblés, et dans ces lieux, le but est de faire monter en compétences des collègues donc de mathématiques dans leur discipline. Donc ça peut être par des projets, ça peut être, et notamment, faire venir des chercheurs dans les laboratoires. Et c'est pas facile de faire venir des chercheurs dans les laboratoires pour justement coordonner l'ensemble des responsables des laboratoires. Souvent, c'est difficile parce que on n'a pas au niveau financier, c'est compliqué, déjà, d'une part, puisqu'on n'a pas de fonds, en fait, pour ces laboratoires de mathématiques. Donc, c'est un peu frustrant, parce que ça serait intéressant de les faire venir dans ces laboratoires pour échanger avec les équipes et pour que ça fasse boule de neige après, derrière. Donc ça serait une première piste. Et puis, je vois que je suis pas le seul ici, mais je suis aussi formateur académique. Et quand on est en formation, je pense que ça serait intéressant de collaborer avec des chercheurs, et des chercheurs qui pourraient créer avec nous les formations, mais également peut-être animer aussi les formations avec les enseignants pour justement aider à créer ce lien entre tous ces acteurs. Voilà quelques idées. Merci beaucoup, si je peux me permettre. Merci beaucoup pour. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Trois choses. Une, sur ces questions-là, la part des enseignants, toujours dans les cadres du ministère, en fait, par exemple, pour vous donner un exemple, on est en train de faire un travail pour essayer de comprendre dans quelle mesure les élèves comprennent les graphiques. Et c'est un travail qu'on a fait en classe. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec Lorenzo Ciccione qui travaille en Eurospin, et un enseignant qui est Denis Carotti, qui est à Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille. Donc là, c'était une véritable collaboration entre psychologues cognitifs qui ils se sont aidés réciproquement côté psychologie cognitive et côté ce qui est en classe et comment faire des tests dans une classe. Donc voilà. L'autre chose que je voulais dire, je pense que ça revient aux deux interventions précédentes. Il y a un problème effectivement des cadres et des moyens qui sont possibles pour créer ces collaborations. Moi, j'ai fait toute ma recherche convaincue que l'interdisciplinarité est hyper importante. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu avoir un poste dans une des sections interdisciplinaires du CNRS. Mais l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, mais pour lequel c'est difficile de trouver de financement réellement, en fait. Je parle vraiment de la vie réelle ou des positions aussi scientifiques. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'un peu surprenante, mais c'est un peu le cas. Moi, encore une fois, j'ai formation en philosophie, c'est difficile aussi d'avoir une étiquette philosophe si on s'occupe aussi de psychologie cognitive ou de didactique. Voilà, donc ça c'est un problème institutionnel, je pense. Et même, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais par exemple, les projets ANR, je pense que c'est très difficile d'inclure des académies. Pourquoi pas ne pas faire un travail avec des enseignants, mais je pense que c'est très difficile. Ça parle peu peut-être au public, donc je m'excuse, je parle plutôt aux collègues pour
Mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'institutionnel qui bloque un peu et c'est dommage. Parce que sur les contenus, je pense qu'on serait tous bien et toutes bien contents de travailler ensemble. Mais des fois, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Voilà. Je peux Merci. juste répondre en deux mots pardon, à Pierre Oui. sur les lieux de rencontre entre enseignants et chercheurs. Il y a les IREM, hein. Je vous l'ai dit, je suis directeur d'un IREM, donc c'est vraiment un espace de rencontre. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des IREM où il y a des chercheurs. Voilà. Il y a les revues des IREM, parce que tu disais, c'est difficile d'accéder des fois aux résultats de la recherche qui sont parfois publiés en anglais, etc. Mais les revues Grand N, pour le primaire qui est gratuite d'accès, Petit X, gratuit d'accès également pour le secondaire, la revue Repère IREM, et puis toutes les associations qui organisent des colloques nationaux, qui sont des points de rencontre aussi, et la PMEP pour les profs de maths d'enseignement public et la GEM pour les anciens de l'école maternelle, tout ça, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer tous ces espaces-là. Voilà. Merci Fabien. Alors, je vois que Hippolyte, vous voulez réagir et également Valéria. Je vais intercaler encore une question qui est en lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, vous l'avez évoqué un petit peu au Valéria, en tout cas tout à l'heure. Donc, et vous aussi, je crois, Fabien. Cette question que justement, concrètement, ce qu'apportent des éléments de la recherche dans la pédagogie. Peut-être pourriez-vous développer justement comment ces connaissances issues des sciences cognitives viennent enrichir des pratiques pédagogiques. Enfin, le lien peut-être un peu direct, des transpositions un peu directes entre la recherche et la salle de classe. Et je vous laisse répondre, Hippolyte, vous vouliez apporter des éléments et en même temps, si vous voulez apporter quelques éléments sur cette question plus précise et un peu plus terre à terre, voilà, je vous remercie. Ça marche, je vais essayer de rebondir sur un peu tout ce qui a été dit. Non, déjà, je voulais remercier Pierre pour son intervention qui me conforte vraiment dans l'idée que la volonté d'échanger, elle est là, du côté des enseignantes et des enseignants comme du côté des chercheuses et des chercheurs. Mais c'est vrai que c'est des espaces pour le faire qui manquent parfois. Alors, il y a énormément d'initiatives, comme elles ont été mentionnées, mais c'est vrai que la question de la formation initiale ou continue, elle est particulièrement importante. Et pour avoir été impliqué dans la formation des enseignants en travaillant en INSPE dans les 4 dernières années, j'ai vu à quel point aussi il était difficile d'avoir une vraie marge de manœuvre sur les maquettes parce que les fonds vont manquer, parce que le temps va manquer pour avoir vraiment pouvoir apporter toutes les choses qu'on pourrait apporter en fait du côté de la didactique comme du côté des sciences cognitives. Et c'est vrai que à ce titre, c'est intéressant d'avoir aussi toutes ces initiatives qui existent en dehors de ces centres officiels de formation. Donc il y a différents projets là qui ont été mentionnés. Je voulais simplement aussi mentionner ici à Aix-Marseille, on a le projet Empirique. Qui est un pôle qui fait partie des projets France 2030 et qui met justement en relation des laboratoires de didactique, des laboratoires de neurosciences et de psychologie, et puis un réseau d'écoles et de collèges qui vont pouvoir faire des études interventionnelles comme ça, qui vont essayer de faire un petit peu le lien entre le terrain et le laboratoire en ayant des co-constructions et donc des échanges qui se fassent vraiment dans les deux sens. Après, sur la question de la transposition, je dirais que ça dépend des domaines, ça dépend des contextes, ça dépend des âges, tout ce qu'on va pouvoir essayer de proposer. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, ce sont des conseils qui sont fondés sur la compréhension des processus de raisonnement qui sont impliqués dans les apprentissages en mathématiques. Après, on arrive avec des filtres, des prismes d'analyse des situations pour réfléchir sur l'apprentissage des mathématiques avec certains cadres, comprendre les mathématiques en termes de représentation, en termes de mémorisation, en termes de processus, etc. Et ensuite, c'est aussi la manière dont les enseignants vont s'en saisir, s'approprier les outils qu'on va proposer. Alors, il y a des initiatives qui sont davantage sur le côté comme ça, théorique, où on apporte des éléments un peu généraux, et puis d'autres qui sont des approches un peu plus concrètes, comme l'exemple que donnait Valéria, avec une liste de problèmes qui peuvent être utilisés directement. Et ça, je pense que en termes d'application concrète, il y a peut-être quoi faire. Donc, Valéria, vous voulez compléter? Oui, voilà, c'est exactement sur ces points-là. Donc, je reprends parce que, encore une fois, je vais faire la pub de notre problématique. Parce qu'effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner aux enseignants un point d'entrée à la recherche. Donc, l'idée, c'est de proposer vraiment des problèmes qui sont des problèmes qui peuvent être appliqués dans la classe. Donc, il y a une fiche qui explique voilà, la démarche et tout. Mais, encore plus important, à la fin de chaque fiche, il y a des références
qui renvoie à ce qu'on a considéré la recherche qui est derrière la proposition de chaque fiche, qui peut être de la recherche en sciences cognitives, en didactique, les deux, voilà. Et donc, je trouve que c'est un exemple concret de comment, effectivement, la recherche qui peut avoir un peu un air un peu effrayant, je ne sais pas si je peux, fournir un point d'entrée, je pense que c'est quelque chose de très important, concret, qui puisse parler et aider aussi les enseignants. Je pense que c'est très important. Et ça, c'est une stratégie. Après, comme disait Hippolyte, il y en a d'autres. Alors peut-être une question sur l'état des lieux. En fait, aujourd'hui, quelle place, vous l'avez évoqué un peu, Hippolyte, rapidement, quel état des lieux on a aujourd'hui, justement, de la place de cette, en tout cas dans l'exemple d'aujourd'hui des sciences cognitives, dans la formation des enseignants. Est-ce qu'il y a un petit peu de place, c'est ce que vous avez laissé entendre Hippolyte, toute petite place pour l'interdisciplinarité dans les formations des enseignants qui sont souvent très disciplinaires, sauf dans le premier degré. Alors, si je peux apporter quelques éléments, et je ne pourrais pas répondre à l'ensemble de la question, parce que justement, ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre des INSPE dans lesquels on va se trouver. Ou pour le coup, moi, ce dont j'ai pu me rendre compte en échangeant avec des collègues qui travaillent dans d'autres INSPE, c'est que ça allait vraiment dépendre que, par exemple, à l'INSPE de Versailles, en psychologie, pour la formation des enseignants, il me semble qu'il y avait 12 heures de TD et 3 heures de CM en tout sur 2 ans. Donc voilà, ça laisse une marge qui est quand même assez réduite si on veut parler de l'ensemble des processus cognitifs qui peuvent être impliqués dans les apprentissages. Alors après, voilà, il y a de la psychologie qui peut transparaître dans d'autres thématiques qui vont être abordées, mais ça va vraiment dépendre parce qu'il y a d'autres INSPE qui vont avoir, par exemple, des cours spécifiques sur la psycholinguistique qui vont permettre de creuser beaucoup plus certains autres aspects. Donc là, je pense qu'il y a des spécificités locales et je ne suis pas du tout capable de m'exprimer pour l'ensemble des INSPE. Peut-être que mes collègues pourront compléter. Peut-être Fabien, vous pourriez dire un mot sur ce point de la formation en lien en tout cas avec la didactique des mathématiques. Bien sûr, alors moi je suis administrateur provisoire de l'INSPE, l'Académie de Reims, depuis le 1er août, mais c'est vrai qu'il y a une très grande disparité entre les INSPE. Moi je suis dans un INSPE où mon prédécesseur a obtenu la création d'une licence sciences de l'éducation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on accueille les étudiants dès le post-bac et on les emmène jusqu'au bac plus 5. Donc les espaces pour que mes collègues psychologues, alors nous on n'a pas de collègues qui sont spécialistes des neurosciences, mais on a des psychologues cognitivistes. Donc mes collègues psychologues ont ces espaces et les collègues didacticiens et moi-même, on a ces espaces pour prendre le temps sur l'ensemble de la licence de proposer des approches pluridisciplinaires, des approches didactiques. Et effectivement, on est moins contraint, parce que les maquettes de master sont très contraintes par l'institution, hein, avec des modules transversaux, avec des modules obligatoires, des contenus obligatoires sur certains aspects. Et en plus, un master 2 qui est très chargé, avec un concours qui est essentiellement disciplinaire sur certains aspects mathématiques et français, donc qui nous oblige à aller dans le sens du disciplinaire et moins du transversal et du professionnel sur certains aspects. Donc voilà, on a cette réalité-là. Il y a des INSPE qui ne sont pas porteurs, enfin beaucoup d'INSPE ne sont pas porteurs de ces licences et ont peut-être moins d'espace s'ils sont centrés uniquement sur les masters. Merci. Alors peut-être Pierre Fleurec, on va peut-être vous poser une question directement, justement, quelle connaissance en tout cas de ces sciences cognitives ou ces apports-là de la recherche, comment pouvez-vous les transposer dans vos pratiques pédagogiques? Comment ça vous a enrichi? Comment ça vous enrichit? Voilà, peut-être des exemples un peu plus concrets pour commencer le passage de la recherche. Je vais essayer d'être concret du coup. Je prends un exemple. Dans une classe, finalement, on a trois parties qui sont en relation. On va avoir l'enseignant, on va avoir l'élève et puis on va avoir le savoir. Et effectivement, peut-être qu'avec ces connaissances, on peut un peu déplacer le curseur. Déplacer le curseur, je suis un déséquilibre, mais dans le sens positif du terme. Par exemple, si j'approfondis ma relation, que ce soit sur les sciences cognitives, sur la didactique, entre l'enseignant et le savoir,
je vais alléger aussi la relation d'apprentissage entre l'élève et le savoir. Alors ça peut être avec des apports numériques, avec des parcours différenciés. Après, on peut voir ce qu'on peut inventer, enfin, on peut en tout cas innover et puis tester plein de choses. Mais moi, mon but, c'est de libérer en fait du temps dans la relation pédagogique entre l'élève et le prof. C'est-à-dire que dans ma classe, l'élève, il va avoir, par exemple, très très concret, des exercices. Il va pouvoir avoir toujours corrigé avec lui pour avoir un feedback immédiat. Alors ça, on pourra y revenir sur la mémorisation. Bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais on va avoir un feedback direct qui va lui permettre déjà de travailler en autonomie, mais surtout aussi de mémoriser beaucoup mieux sur l'erreur, travailler sur l'erreur. Et, et pendant ce temps-là, je vais pouvoir passer avec mes élèves et puis pouvoir plus échanger, discuter, voir un petit peu plus en profondeur où est le problème finalement. Et donc ça m'a apporté pas mal, en tout cas, sur ma posture d'enseignant dans la classe. Donc on pourrait parler aussi de classes plus flexibles où finalement chaque élève va pouvoir avancer à son rythme, mais moi je vais être à me déplacer dans les différents pôles ou en tout cas voir des différents élèves en fonction de leurs problématiques. Je ne sais pas si ça parle à mes collègues qui sont là. Merci Pierre. Et alors, comment des connaissances issues des sciences cognitives, donc on va rester centré sur l'élève là, encore quelques minutes, peuvent-elles enrichir les méthodes pédagogiques et peut-être notamment au regard des élèves les plus en difficulté en mathématiques? Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous pourrait apporter des éléments? Sinon, je propose de désigner Fabien. Alors, moi, je ferai la distinction entre la difficulté et le handicap. Déjà, parce qu'effectivement, on a des élèves qui sont en difficulté et on a des élèves qui sont en situation de handicap. Et ce qui me semble important, c'est que effectivement, les sciences cognitives, elles peuvent nous apporter une meilleure compréhension des situations de handicap et aussi nous permettre de déterminer sur quels aspects cognitifs on peut insister et sur quels aspects on doit compenser. Typiquement, on travaille avec des élèves qui sont dyspraxiques, on fait de la géométrie. Ils sont capables de faire de la géométrie, mais ils ne sont pas capables de faire du tracé. Et de ce que j'ai compris des sciences cognitives, on nous dit que de toute façon, ces élèves-là, ils ne sont pas capables de faire ce tracé-là, et donc il faut qu'on passe outre. Donc on va trouver des moyens de compensation. Alors c'est le travail, par exemple, de ma collègue Edith Petitfour sur les diades. Donc l'élève, il va faire la construction à un élève qui n'est pas dyspraxique, et donc ensuite, il pourra faire de la géométrie. Et donc les sciences cognitives, elles nous renseignent justement sur ces aspects et sur ces capacités des élèves. Mais c'est extrêmement complexe parce que c'est très variable en fonction des élèves et ça doit être adapté au cas par cas. Alors après, pour la difficulté scolaire, ça nous aide à comprendre, mais au même titre que les travaux précédents de psychologie cognitive, j'ai cité Gérard Vergniaud, j'ai cité Michel Fayol, voilà, de nous aider à comprendre les obstacles épistémologiques, didactiques, cognitifs qui sont à l'œuvre dans la compréhension des différents concepts mathématiques. Et quelqu'un souhaiterait apporter un éclairage ou d'autres éléments sur justement l'apport des sciences cognitives sur en rapport pour les élèves peut-être plus en difficulté ou en situation de handicap comme l'a dit Fabien. Hippolyte? Alors, peut-être très, très rapidement, mais parce que je vois qu'il y a aussi le désir d'avoir des exemples un peu concrets, un peu ponctuels. Donc, on a déjà pas mal parlé de la question de l'intuition et de son rôle dans les apprentissages. Je voulais simplement mentionner, par exemple, pour le cas des élèves en difficulté, les travaux de Catherine Thévenot sur le comptage sur les doigts, qui sont pour le coup un exemple très concret, où pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait plutôt pousser les élèves à ne pas utiliser leurs doigts pour compter parce que c'était limiter leur capacité d'abstraction, etc. Et en fait, ces travaux qu'elle a menés permettent de voir que compter sur les doigts, ça peut être un réel support pour l'apprentissage. Et en l'occurrence, un support qui est souvent davantage utilisé par les élèves qui vont être plus en difficulté. Et donc, on voit qu'ici, concrètement, les études qu'elle a pu mener ont permis d'arriver à des recommandations pédagogiques qui vont permettre de limiter un petit peu les écarts qu'on va pouvoir observer dans la salle de classe.
Voilà, juste pour donner un petit exemple un peu concret. Et je profite d'avoir la parole simplement pour mentionner, parce que je vois que ça a été évoqué dans le chat, mais il y a effectivement le MOOC de Franck Ramus sur la psychologie pour les enseignants, qui est aussi une ressource assez utile pour les enseignants pour avoir un aperçu des données issues des sciences cognitives de manière générale qui peuvent s'appliquer dans le contexte de la salle de classe. Bon, et moi, je peux ajouter tout simplement que Catherine Thévenot fait partie du groupe de travail et qu'Edith Petitfour aussi, elle a contribué comme auteur à la problématique, donc je continue avec ma pub sur la problématique. Voilà. Merci. Alors, peut-être il nous reste quelques minutes, peut-être quelques questions. Une question peut-être sur qu'est-ce qui vous semble le plus efficace, efficient pour enseigner les mathématiques au vu de vos recherches et de vos terrains d'expertise respectifs. Une vaste question en quelques secondes, un vrai défi. Je pense que c'est difficile à résumer. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas rentré dans le détail dans le cadre de cet échange, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on travaille tous sur des sujets qui nécessitent un peu de temps pour entrer dedans. Si je devais résumer très rapidement les approches dans lesquelles je suis, nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est le fait que nos connaissances générales sur le monde, elles vont interférer avec notre compréhension des mathématiques et qu'il est donc nécessaire de prendre en compte les effets d'habillage. Que demander à un élève de compter des pommes, c'est pas la même chose que lui demander de compter des heures, parce qu'on va pas construire les mêmes représentations mentales. Et que donc, il est important d'avoir ça en tête lorsqu'on va concevoir des énoncés ou lorsqu'on va proposer des énoncés de résolution de problèmes, par exemple, et de proposer aussi des énoncés qui ne vont pas aller nécessairement dans le sens le plus intuitif pour amener les élèves à une conceptualisation qui serait plus abstraite que celle qu'ils vont conceptualiser dans un contexte qui serait sémantiquement congruent. Voilà, pour le dire très rapidement en une seule phrase. Je laisse la parole à mes collègues. Merci, Hippolyte. Moi, je vais essayer de dire que les objectifs, ils évoluent en fait. Moi, j'essaye d'adapter en fait mes processus d'apprentissage avec les élèves depuis que je m'intéresse à toutes ces sciences, notamment développer aussi les capacités d'auto-évaluation. Je pense que c'est très important que l'élève puisse devenir autonome et s'auto-évaluer, mais aussi favoriser la motivation. Et valoriser son implication, ça c'est aussi important, et puis ça découle l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle, tout ça c'est des objectifs que peut-être que moi quand j'ai démarré en tant qu'enseignant, j'avais pas du tout en tête, et donc c'est vrai qu'en évoluant, c'est des objectifs qui changent, c'est des chemins des nouveaux chemins, et voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci Pierre. Fabien ? Moi, je voudrais dire qu'effectivement, à mon sens, il n'y a pas de méthodes qui sont intrinsèquement efficaces. Et la bonne méthode, c'est d'avoir des enseignants qui sont formés, dans lesquels le système fait confiance pour qu'ils soient, fait confiance en leur capacité à s'adapter, à faire des choix et à prendre. On parlait de feedback, de rétroaction pour les élèves. Je pense que pour les enseignants aussi. C'est-à-dire que si les enseignants sont capables de mesurer les effets de ce qu'ils font et de leurs choix, eh bien, on sera dans un cercle vertueux. Voilà. Donc pour moi, c'est surtout ça qui va être important, plus que d'essayer de déterminer une méthode qui pourrait marcher pour tous les élèves, ce qui me semble assez illusoire. Valéria ? Oui, moi, encore comme l'a dit Hippolyte, on l'a dit un peu tous, c'est très compliqué, c'est une question, c'est la question. Donc évidemment, il y a plusieurs éléments et je suis d'accord que c'est pas, probablement, il n'y a pas une seule stratégie qui va marcher pour tous les élèves. La chose sur laquelle je travaille, c'est vraiment les rôles d'expliciter, d'enseigner de manière explicite aussi l'utilisation de certains objets, des représentations qui sont utilisés beaucoup en mathématiques. Donc, j'ai fait l'exemple des graphiques. On a un peu vu qu'un objet comme le graphique, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est transversal et qu'on ne trouve pas seulement en mathématiques, mais aussi dans d'autres disciplines. Et pas forcément les élèves comprennent comment lire un graphique. C'est quelque chose qu'on sous-estime des fois.
Je suis sûre qu'il y a des travaux déjà aussi en didactique sur ces points, mais vraiment de rendre explicite un enseignement de certains outils qui sont présents quand on fait des mathématiques, qui peuvent être mal interprétés, mal utilisés, etc. Donc voilà, dans la direction aussi de l'approche, disons, de l'enseignement explicite. Voilà. Mais c'est qu'un élément de plusieurs éléments qui peuvent être donnés. Merci. Donc, on a pu voir lors de cette table. Merci beaucoup pour toutes ces interventions et nos 4 intervenants. Que vraiment, on a pu voir qu'il y avait un dialogue, mais aussi un fort consensus sur la richesse du dialogue et de l'interdisciplinarité, un fort consensus sur ce nécessaire lien entre le terrain, la salle de classe, le savoir, les enseignants, les élèves, et que voilà, tout ça était en mouvement et en forte corrélation. Donc, merci d'avoir fait dialoguer vos recherches, vos expériences, vos expérimentations et d'avoir montré effectivement combien ce dialogue était fertile. Et voilà, comme je vous l'ai dit, comme c'était aussi un dialogue d'experts, que je vous remercie aussi d'avoir rendu cela très accessible aux non-experts dont je fais partie ce soir. Merci. Merci. Donc, Merci à vous. Merci à vous. Merci Merci beaucoup à vous, voilà, à vos interventions. Merci Chiara, peut-être que on vous laisse un mot pour les terrains innovants. Oui, donc bon, merci beaucoup aux intervenants d'avoir accepté encore une fois cette invitation, à vous aussi d'avoir animé cette table ronde. Et petit rappel, l'enregistrement de la table ronde va être publié sur le site, sur le blog du Café pédagogique. Et du coup, vous allez trouver tous les contenus bientôt. Oui, voilà, effectivement, merci de ce rappel, c'est important parce que tout le monde ne peut pas être connecté ce jour-ci, cette heure-là, mais on retrouvera tout cela. Effectivement, il y aura un article sur le site du Café pédagogique et il y aura également le lien vers la vidéo et voilà. Et on vous attend à la prochaine conférence le mois prochain. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.